Salut David. Hello David. Ouais, c'est marrant, David et David. Ouais, t'es fait pour se rencontrer. Exactement. Bah écoute, moi je t'ai déjà un petit peu rencontré parce que j'ai entendu deux de tes interventions sur le podcast de mon ami Slim Movers. Yes. Donc c'était super Bon chouette. monsieur. Ça faisait un Ouais. moment que j'avais envie de faire plus ample connaissance et d'avoir cette conversation là avec toi. Et j'aime bien démarrer ces podcasts avec un petit tour d'inclusion. Dans lequel tu peux partager l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, qu'elle soit positive ou négative. Ok, bah comme je te disais, j'ai beaucoup poussé. On va parler de ce qui m'anime, de santé, de vitalité, d'amour, de, de, de ce que je suis, de ce que je fais à travers Life Force. Et tu vois, là, ce matin, j'arrive avec j'ai un petit rhume depuis hier parce que j'ai tiré trop sur la corde, trop sur le système sympathique les 10 derniers jours. Et on va voir à quel point le repos, il est important et d'écouter les messages du corps. Donc, je viens ce matin avec le sourire, avec de la joie et t'entends au son de ma voix avec le nez un petit peu pris et, euh, et voilà. Du coup, euh, du coup, je sais que l'intelligence corporelle est là, que ça va se gérer et je sais que je vais prendre soin de moi aujourd'hui. C'est extrêmement drôle ce que tu me partages là. Donc moi aussi je te fais mon petit check-in et tu vas comprendre pourquoi c'est drôle. Parce que justement, moi aussi j'ai un petit peu trop tiré, j'ai dépassé les capacités d'adaptation et de récupération de mon corps à plusieurs égards. Et je sors de 2 jours d'un mal de crâne de l'espace, mais vraiment quelque chose et avec de la fièvre, etc. Et vraiment j'étais pas bien et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Quand tout va bien, bah, tu oublies d'avoir de la gratitude pour le simple fait de te sentir bien, de pas avoir de douleur, d'avoir ton cerveau et tes neurones qui se connectent correctement et qui arrivent à créer, à réfléchir, à penser facilement. Et là, Exactement. le moindre mouvement, quand je me levais, oh là là, ça battait dans ma tête, c'était une horreur. Ah, c'était dur. Et donc là, donc là aujourd'hui ça va. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que ça aille. Tu Et tu sais que vois, la par biais de douleur, contraste, ces ouais, moments où c'est un peu plus difficile, bah, te permettent vraiment d'apprécier les autres où ça va justement. exactement. Et tu sais, je dis toujours la douleur, moi tu sais que c'est mon premier amour. Mes deux premiers amours, c'est l'ostéopathie et la kinésithérapie que j'ai pratiqué pendant des années. Et du coup, j'ai vraiment accompagné des gens qui avaient mal dans leur corps. Et je me suis rendu compte en fait que la douleur, c'est le 101, c'est la méditation pour les nuls. Pour apprendre à méditer. Quand tu as mal, quand tu viens de t'éclater le petit orteil sur la table de la cuisine, t'es pas dans tes problèmes, dans ton divorce, t'es dans ton petit orteil. Et c'est aussi c'est un très bon enseignant. Ça nous permet de revenir à ici, maintenant, et de prendre soin de soi. Ouais. Ça me fait penser à Icemind, avec qui j'ai participé au record du monde de nombre de personnes Ah, dans une piscine t'étais à d'eau Narbonne gelée. là? Ok, génial. C'était chouette. Et puis j'animais la conversation, la conférence, pardon, entre lui et Arthur Guérin, Ouais, un apnéiste, recordman ouais. de plongée en apnée sous glace. Et Jeff, tu vois, il dit tout le temps, le froid, c'est une méditation sous stéroïde. Parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement puissant que ça te connecte et que ça te propulse directement dans l'instant présent, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord. Et Je suis toi, du coup, d'accord. Sacré qu'est-ce qui test. t'a, ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain, toi? Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser au potentiel humain? Alors moi euh, c'est parti d'une réalisation. Je me suis retrouvé à faire des études de professionnel de santé, de kinésithérapie quand j'avais 17 ans, juste à la suite de mon bac. Et, euh, je me suis retrouvé dans des services, mes premiers stages hospitaliers, où les gens mouraient, dans des services très lourds, des services de soins palliatifs notamment. Et cette réalisation, elle est toute bête, mais en même temps, elle est tellement puissante. Je me suis rendu compte que sans santé, on était malade, sans vitalité, on était crevé tout le temps, et sans amour, ça piquait. Sans amour pour soi déjà, sans amour pour les gens autour de soi.
ça piquait. Donc de voir des gens qui étaient laissés à eux-mêmes, abandonnés, des gens qui étaient mourants, ça a été un wake-up call pour moi. Et puis ensuite, ma vie a vraiment été. J'ai eu la chance de beaucoup voyager les 30 dernières années, de traverser plus de 75 pays. Et ça a toujours été ce focus-là, en fait. Comment on fait pour rester en santé, en vitalité et être en amour, pour être en énergie et en amour. Donc c'est venu en fait c'est venu avec cette réalisation que sans ces trois choses-là, sans comme tu l'appelles toi le potentiel humain, pour moi c'est santé, vitalité, amour, c'est la base. Si on n'a pas ces trois trucs-là, c'est beaucoup plus compliqué de vivre ce que la vie peut nous proposer en termes d'expérience, que ça soit d'être papa, que ça soit son boulot, que ça soit sa passion, que ça soit sa vie sociale. Quand tu as un cancer en phase terminale ou que tu dors pas, t'es juste t'as pas envie quoi. T'es juste beaucoup moins, t'as beaucoup moins de patience avec toi, avec les autres. Voilà. Et toi qui as été justement en contact de personnes en fin de vie, tu as certainement entendu parler de ce livre sur les regrets des mourants, écrit par, je crois que c'était une Yes, infirmière ou une aide-soignante qui était au yes, contact c'est ça, de l'infirmière. personnes en fin de vie et qui a dit j'ai jamais entendu aucun regret lié à la quantité de travail que j'ai pas fait ou à une réussite professionnelle. Et à chaque fois, c'était toujours Tout à fait. lié à j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, avec les personnes que j'aime, souvent à des choses sociales ou en tout cas à l'expression de la vie en elle-même. Est-ce que tu as eu le même type d'enseignement et de vision dans ton expérience? Clairement, clairement, et c'est tout le but de ce que j'ai développé de Life Force. C'est, si tu veux, c'est pourquoi cette question, elle est vraiment hyper importante, David. Pourquoi tu veux être en santé, en vitalité et en amour? Pourquoi? Qui tu veux être? Arrêtons de saouler nos enfants avec qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Qui tu veux être? On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, cette question, en fait, elle est la raison d'être, tes rêves de vie, c'est essentiel pour moi. Et pour ça, il y a besoin d'être en santé, en vitalité, en amour. Ce que je veux dire d'une autre façon, c'est que guérir, je sais qu'elle va piquer cette phrase, précaution oratoire, guérir de son cancer, guérir de sa maladie, c'est pas un putain de projet de vie. C'est pas un putain de projet de vie. C'est moi j'ai fait, je peux te partager que ce que je suis, mes croyances d'accompagnant depuis plus de 30 ans maintenant, de professionnel de santé. Ça n'engage que moi. Ça a été un game changer de comprendre ça. Guérir de sa maladie, guérir de son accident, c'est pas un rêve de vie. Qui tu veux être quand tu seras en santé, quand tu seras en énergie, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être. Ça, c'est hyper puissant. Cette question, pour moi, et en tout cas pour les gens pour qui ça fait sens et que j'accompagne, qui viennent chercher mon aide, c'est extrêmement puissant. Le fameux why de Simon Sinek, que tu connais bien en étant entrepreneur, le pourquoi il est extrêmement puissant. Ouais, après, d'un autre côté, tu vois, je me dis, quand tu as une vie qui est complètement déconnectée de cette pleine santé et de cette vitalité, est-ce que tu peux simplement envisager toute l'intensité de vie à côté de laquelle tu passes? Et je prendrai pour exemple ma propre expérience personnelle où pendant longtemps, j'ai versé dans tout un tas d'excès et j'avais pas l'impression de passer à ce point-là à côté de mon potentiel. Et quand je parle de potentiel, je parle pas que de potentiel cognitif ou intellectuel, mais aussi de potentiel émotionnel, de bonheur dans la vie, tu vois, de vibration avec les autres, d'épanouissement, et justement d'avoir le sentiment d'avancer sur un chemin vertueux qui m'élève en tant que personne. Et tout ça est venu petit à petit au fur et à mesure où justement j'ai changé mes habitudes de vie et j'ai commencé à me sentir plus en énergie, plus en vitalité, comme tu dis, à me sentir plus créatif, plus productif. Mais et par la même occasion, le fait d'être mieux équilibré moi, eh ben, je pouvais donner plus d'amour aux autres, eux-mêmes m'en rendaient plus. Et il y a une sorte de cercle vertueux qui se crée. Et quelque part, c'est presque vertigineux. Tu vois, souvent, je l'ai dit. Et quand je m'aperçois de ce à quoi j'aurais pu, de ce à côté de quoi j'aurais pu passer, parfois, ça me fait peur, tu vois. Parce que Mais c'est justement pour ça, je pense que toi et moi, on est là. On est, l'image mentale, j'aime bien travailler, enseigner avec des images mentales. J'ai la sensation qu'on est des phares. Tu vois, moi, j'habite au bord de la côte
au Portugal, il y a des phares pour diriger les bateaux, surtout quand il y a de la tempête. Et ça fait 2 ans et demi que c'est un peu la tempête, le chaos, qui est un égrégore de peur et d'incertitude. Donc notre rôle, je pense, il est vraiment d'inspirer les gens, parce que énormément de gens pêchent par ignorance, comme tu disais, David. C'est-à-dire que tu sais pas. Au départ, on est dans une vie qui est hyper stressante, hyper sollicitante, où les gens sont noyés en mode pilotage automatique. Ils sont dans leur scaphandre. Ça, c'est un scaphandre, en fait, où t'es complètement connecté à ça en permanence, mais déconnecté de ta Ça, nature c'est et un de la téléphone pour nature. ceux qui voient pas la C'est un vidéo. téléphone portable, exactement. Les gens sont pris dans le scaphandre de je m'identifie à mes pensées, à mes émotions. Je suis complètement connecté Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux, mais je suis déconnecté de ma nature et je suis déconnecté de la nature. J'écoute plus mon corps, les signaux dont on parlait tous les deux au début, un petit rhume ou les maux de tête, ça, ce sont juste des signaux. Donc l'idée, en fait, c'est ton podcast. Moi, ce que je fais à travers LifeForce, à travers mes accompagnements pour stresser moins, vivre mieux, eh bien, c'est simplement inspirer les gens et les gens qui sont les personnes qui sont. Il y a aucun jugement dans ce que je dis, mais il y a différents niveaux de conscience. Pour moi, au bas de la pyramide, je te donne une autre image mentale. Tu as des gens. Tu m'entends toujours bien, David, là ou pas? Oui, très bien. D'accord. Au bas de la pyramide, si tu veux, c'est une représentation pour aider nos auditeurs et t'expliquer mon modèle. Au bas de la pyramide, tu as des gens qui ont pas conscience qu'il y a des problèmes, qu'ils ont des problèmes. Pour le moment, ils en ont pas, donc ils cherchent pas de solution. Au milieu de la pyramide, un peu plus haut, bah, tu as des gens qui ont identifié que leur mode de vie commence à leur poser des problèmes. Euh, une vie d'excès, ce que tu disais, que ce soit des drogues, de l'alcool, du sexe, enfin en overdose, en permanence, une vie d'excès sous toutes ses formes, bah, des problèmes commencent à apparaître. Donc ils commencent à chercher des solutions. Donc c'est bien, c'est un autre niveau de conscience. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est un autre niveau de conscience. Ils commencent à chercher des solutions. Et puis en haut de la pyramide, pour la faire courte, bah, tu as des gens qui après une vie d'excès, ont identifié les problèmes, ça les emmerde vraiment. Ils ont déjà cherché beaucoup de solutions et ensuite ils s'intéressent à ta solution. Là, c'est des gens qui sont complètement prêts, si tu veux, à changer parce que la démarche, elle est déjà engagée. Donc, moi, ce que je pense, tu sais, on dit toujours, c'est la fameuse phrase de Claude Bernard, le message n'est rien, la cible est tout. Ce qui est important, c'est bah, ton podcast ou ce que je fais, en fonction du niveau de conscience où est la personne, soit ça va être une graine qu'on plante, soit ça va être, si c'est un petit arbuste qui est déjà en place, on est en train de l'arroser, et si c'est un arbre qui est déjà plus conséquent, bah, on est en train de lui remettre du terreau, si tu veux, du compost. Donc, on est là pour inspirer les gens en fonction d'où ils en sont. Bah, ça va être, ils vont prendre le message d'une façon différente. Est-ce que ça fait sens pour toi? Complètement, complètement. Et en plus, j'ai la chance d'avoir reçu des invités très diversifiés avec tout le monde. Tous les invités ont tous le point commun justement de s'intéresser à ce potentiel humain et chercher une expérience de vie la plus intense possible. Et mais pour autant, ils le font tous de façon différente, avec avec un parcours et une façon d'exprimer différente. Et de ce fait-là, ils vont parler à certaines personnes, moins à d'autres, et ainsi de suite, tu vois. Et donc parfois, cette petite graine, Exactement. eh ben, elle va être plantée plus par ton discours que par celui d'un autre invité que j'aurais reçu. Et voilà, mais en tout cas, c'est Exactement. parfait. Exactement. C'est cette chose-là, en fait, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Toi qui travailles aussi avec des levées de fonds, t'as affaire avec le monde de la finance, on appelle ça le compound effect. Ça veut dire que, effectivement, tu parlais de Jeff tout à l'heure de Iceman. Ton podcast avec lui peut avoir planté une graine. Moi, j'arrive et puis du coup, ça la plante encore un petit peu plus profond. Et puis t'as Léo qui vient ou Pierre qui vient derrière et du coup, leur interview, ça va être un peu d'eau qui est arrosée. Et tu vois, enfin, c'est vraiment cet effet composé, cet effet cumulatif fait que ça va déclencher les gens sur la bascule, en fait. Et c'est tout le propos, en fait, de moi. Je me rends compte, ça fait bientôt 30 ans que je fais ça. Alors, ça avait d'autres formes avant, mais ma passion, comme je te l'ai dit, depuis 30 ans, c'est santé, vitalité, amour. Et je me rends compte, en fait, que surtout avec les adultes, David, et c'est ma façon de travailler avec LifeForce, qui est vraiment la synthèse de 30 années de pratique dans cette vie.
de pratique. On est bien on est dans le dur, on n'est pas dans la théorie. On est moi, ce que je sais faire, c'est être en relation avec des êtres humains pour justement les faire basculer s'ils le souhaitent. Et le point de bascule chez les adultes, il faut leur donner suffisamment de billes au niveau physiologique de pourquoi, leur présenter les choses sur pourquoi si tu continues à faire ce que tu fais, ça va faire encore plus mal et qu'est-ce que tu vas y gagner à changer ton mode de vie, à changer tes habitudes au quotidien. Et pour ça, il faut leur donner un minimum de physiologie pour les basculer dans la pratique. C'est juste le minimum et ce qu'on fait est très proche. C'est-à-dire donner le minimum d'informations aux gens pour qu'ils essayent. Et une fois qu'ils ont essayé et que c'est passé dans le corps, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Toi, tu reviendrais pour rien au monde à ton mode de vie antérieur. Moi, pareil. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je te demanderai un petit défi à donner aux auditeurs. Donc, on pourra ancrer tous les enseignements qu'on va partager dans les minutes qui viennent dans la pratique. Et d'ailleurs, justement, Avec plaisir. l'une de tes grandes particularités qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que tu aies énormément voyagé, que tu aies pu t'inspirer justement de ces différentes inspirations transversales, différents types de médecine, d'alimentation, de coutumes, d'habitudes. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Qu'est-ce qui m'a particulièrement marqué? Alors, si tu veux, tu sais que je me passionne aussi pour la neuroscience. Et en fait, mon grand kiff, c'est effectivement le voyage fait partie intégrante de ma vie. Je suis déjà multiculturel en moi. Je suis métisse entre mon père est asiatique et vietnamien, et ma mère est française. Euh, donc j'ai ça en moi ce qui est important de comprendre, c'est que mon esprit il fonctionne en matching. Il y a deux types d'esprit. Il y a ceux qui voient les différences, ça s'appelle dismatching. Moi j'ai tendance j'ai une facilité pour voir les points communs, matching. Donc tous ces voyages et tous ces personnes, j'ai eu la chance de m'occuper de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes en one-to-one. Donc de poser aussi, pour moi, en fait, le bonheur dans ma vie, un des bonheurs de mon taf, ça a été en fait j'ai un métier et une passion pour la sociologie et l'anthropologie en fait. Et ce qui est génial, c'est que je t'ai dit, j'ai vraiment eu c'est une grande ville, 40 000 personnes. J'ai eu la chance de toucher avec mes mains et de voir des gens en sous-vêtements, 40 000 personnes, donc ça fait de 80 nationalités différentes. Et du coup, quand les gens ont mal quelque part et qui se mettent littéralement, symboliquement à nu, parce que quand tu vas chez l'ostéo, bah, tu te mets en sous-vêtements, dans la quasi majeure partie des cultures, des traditions, bien sûr, il y a certaines cultures où c'est plus compliqué, mais symboliquement, il y a tu viens, t'as mal quelque part. On a vu que la douleur, c'était le 101, la méditation pour les nuls. Ça te ramène dans ton corps, dans l'ici et dans le maintenant. Et puis symboliquement, le fait de te dévêtir, tu te mets à nu. Et ça a été quelque chose aussi d'extrêmement puissant pour moi. C'est peut-être ma plus grande gratitude. Elle vient de ça, David, parce que ça m'a permis de connecter avec les êtres humains d'une façon complètement différente et de me donner ce goût-là de façon complètement différente. On peut se voir littéralement, sans mauvais jeu de mots, sans les masques, et j'ai pu poser des questions, toutes les questions qui m'habitaient, toutes les questions, j'en ai encore beaucoup, et je dis toujours dans mes stages, ce qui est important, c'est d'être confortable avec la question. Dans le versant mindset, c'est pas les réponses qui sont importantes, on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos questions dans nos vies. Par contre, est-ce que tu es confort avec la question? Est-ce que la question, elle est vertueuse, elle te tire vers le haut, ou elle est vicieuse, elle te tire vers le bas? Donc moi, des questions, par exemple, pourquoi vous avez des enfants, tu vois, qu'est-ce que la santé, je l'ai posé, mais des dizaines de milliers de fois, ces questions-là, pour voir un petit peu. Et puis moi, ça m'a permis de m'éduquer, mais vraiment sur le terrain. Donc, pour revenir à ta question, les grandes clés, je vais te donner des points communs que j'ai pu rencontrer à travers 75-80 pays sur les 5 continents. Bien sûr, c'est juste parfois des choses de toucher du doigt, parce que quand tu restes 3 semaines dans un pays, tu t'es juste en mode je découvre et tu connais pas grand chose. Tu touches du doigt des choses, mais quand même, ça permet d'avoir une perception différente. Le premier truc qui revient, alors juste pour te faire une précaution oratoire avant, je pense qu'il y a deux groupes de personnes, deux groupes de mentors qui m'ont extrêmement inspiré dans tous ces voyages. C'est les centenaires en bonne santé, on en parlera certainement ensemble.
Notamment, j'ai eu la chance de toucher du doigt les zones bleues et d'autres zones où il y a énormément de centenaires et qui sont pas encore, comme je parle de la vallée de Vilcabamba en Équateur, la vallée de Bama en Chine, les Hunzas au Pakistan, qui sont pas répertoriés dans les zones bleues, mais qui sont des zones qui sont très connues aussi pour avoir beaucoup de nonagénaires et de centenaires en bonne santé. Ça m'a vachement inspiré. Et les moins de 3 ans que j'ai rencontrés partout dans le monde m'ont énormément inspiré. Pourquoi? Parce que quand on est, enfin, je sais que tu as une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille. Une petite fille. Qui m'inspire énormément aussi. Exactement. Bah, à moins de 3 ans, ils sont au taquet en permanence. Donc, je veux dire, en termes de vitalité, nos enseignants, c'est les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de la vie pour avoir, pour perdre, si tu veux, cet enthousiasme et le fait d'être à fond toute la journée. Donc ça, c'est 2 groupes de population qui m'ont inspiré énormément. Et le troisième, c'est à chaque fois que j'ai vu des gens en joie, avec une joie, enfin, tu le sens quand tu rentres dans la sphère de quelqu'un qui kiffe sa life. J'allais les voir et je leur dis explique-moi comment tu fais, c'est quoi ton truc. Ça je l'ai fait, mais c'est comme ton podcast, je l'ai fait des dizaines de milliers de fois ça. J'ai envie de te dire, j'ai dédié ma vie à ça, quoi, à m'inspirer de ça. Donc le premier truc, c'est la gestion. Alors je mets ce mot, c'est la gestion de stress et la gestion de ton intériorité. Le mot, alors moi j'aime bien dire alchimiser. Je mets gestion parce que c'est un truc, c'est un package qui passe partout. Comment t'alchimises ton stress, tes putains de stress, parce que il y a des stress qui sont bons, on en parlera, les stress hormétiques, mais en général, vivre c'est stressant, c'est acidifiant. Comment tu transformes ça? Et comment tu transformes ton intériorité quand elle te martyrise? Ça, c'est la base de la base. C'est le truc. Si tu sais pas faire ça, tu peux faire toutes les pratiques de santé, de Qigong, de Tai Chi, de Life Force, les bains froids, tout ce que tu veux. Tu vas faire un pas en avant le matin et il va forcément dans la journée se passer des trucs que tu veux pas, comment tu gères, et des trucs que tu veux qui vont pas arriver, comment tu gères. Si tu sais pas gérer, bah même avec tes pratiques de bien-être, tu vas faire 3 pas en arrière. Donc c'est un des trucs. En tout cas, moi je te partage ma croyance et surtout mon expérimentation avec d'accompagnants. Je suis d'accompagnants de coach et de professionnels de santé. Si tu sais pas gérer, et moi et surtout, je suis mon premier accompagnant. Tant que j'avais pas appris à gérer mieux ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était le bordel. Voilà, donc ça c'est le premier gros truc qui vient. Et ensuite, moi j'ai identifié dans la deuxième partie, j'ai appelé ça maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, une des punchlines que je dis toujours, David, c'est être en santé par choix et pas par chance. C'est pas une question de choune d'être en pleine santé. C'est une question de choix, de petits choix après petits choix. J'ai développé aussi une belle expertise du coup sur la longévité qui me passionne et j'ai eu la chance de faire un TEDx il y a pas très longtemps sur ça. Quand tu étudies la longévité en sciences, on se rend compte en fait que c'est une question d'épigénétique. Épigénétique, ça veut dire tes choix au quotidien. Ça, c'est beaucoup plus important que ta génétique. Ils ont calculé, les chercheurs, que ton épigénétique, tes choix de vie au quotidien, c'est prépondérant entre 75 et 90%. Ça veut dire que ton patrimoine génétique, en fait, sur l'expression de ta longévité, il est important entre 10 et 25%. C'est juste génialissime. Ça veut dire que si dans ta famille, tous les hommes ou toutes les femmes décèdent de telle ou telle pathologie et que tu as une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, si tu changes ta façon de vivre, si tu respires différemment, si tu t'alimentes différemment, si tu communiques avec ton épouse, avec ta fille différemment, si tu bouges différemment, ces gènes ne s'exprimeront pas. Donc c'est juste génialissime. Et ces choses-là en fait, cette épigénétique, et c'est devenu ma raison d'être. Maintenant, c'est ce que j'enseigne et ce que je transmets à Life Force. Pour moi, c'est vraiment ça donne sens à ma vie et valeur à mes actes. Je dis toujours maintenant. Et ça a été inspiré forcément de toute mon expérience de vie, de tous mes voyages. Il y a 5 trucs qui reviennent. Il y a pour être en santé, il y a 5 piliers qui reviennent systématiquement de par le monde que auxquels j'ai pu assister à travers tous ces voyages, à travers toutes ces personnes rencontrées. C'est savoir gérer ses rythmes de vie. Tu vois, on parlait d'avoir tous les deux avoir trop poussé. Encore une fois, ce qui est important, ça n'invalide en rien les choses. Il y a une grande différence entre le messager et le message.
Le message, il est vertueux. Le messager, on n'est que des hommes. On fait toujours aussi des erreurs. On se fait toujours prendre dans la rat race de temps en temps. L'idée, c'est plus vite t'en as conscience et plus vite t'en sors, mieux tu te portes. Donc, rythme de vie. Dedans, il y a dormir. Ça s'apprend. Encore une fois, tout ce que je te partage là, c'est principiel. Ça, c'est un truc super important. Moi, on m'a beaucoup appris des recettes et des techniques à la faculté de médecine. Quand j'ai fait mes études de kinésithérapie et d'ostéopathie, on m'a pas parlé tellement des lois du vivant. On m'a absolument pas parlé de l'hormèse, que moi j'ai découvert sur le chemin. Et c'est vraiment, ça a transformé complètement ma vie. Euh, j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma quarantaine que dans ma vingtaine, et ça a transformé la vie de milliers de gens qui m'ont fait confiance. Donc, dans ces principes, il y a apprendre à dormir, les rythmes de vie, l'horloge interne, l'horloge biologique. Le deuxième qui revient systématiquement de par le monde, David, c'est la nutrition. Pas que la bouffe, pas que la diététique, mais comment tu nourris chacun de tes sens. Ça, c'est super important. Euh, le troisième qui revient systématiquement, c'est le mouvement. Je te parle pas de sport, de crossfit, je parle de mouvement. L'être humain le cerveau, il est designé par le mouvement. Le fait qu'on échange tous les deux, c'est simplement une succession de contractions musculaires. J'organise ma structure pour faire émerger un son. Ça, c'est du mouvement. Combien de mouvements naturels t'as dans ta vie? J'ai vu que tu avais interviewé un des porteurs d'une des méthodes que je surkiffe, qui est MoveNat. Aussi, c'est tout ce qui vient de l'hébertisme, tout ce qui vient, j'ai un autre mentor, Ido Portal, j'en ai vu un autre il y a 2 semaines, Joseph Fruchek de Fighting Monkey, tu vois, tout ce qui est mouvement naturel, ça c'est bien différent du sport, on en parlera. La respiration, alors ça c'est le nerf de la bataille de lumière. On respire entre 23 000 et 25 000 fois par jour. Si 9 adultes sur 10 dans mon expérience ne sait pas respirer. 9 adultes sur 10 ne sait pas respirer. Le truc de base, c'est que tu regardes autour de toi, les gens respirent par la bouche. Mouth breather. C'est le biohack le plus puissant. C'est une pépite là pour les copains qui regardent. Si vous voulez transformer votre vie, dès que vous avez conscience, on ferme le clapet et on inspire par le nez. Vous allez produire 7 fois plus. Vous allez produire de l'oxyde nitrique, qui est un gaz qui est sécrété par les sinus, par les cavités que vous avez dans la boîte crânienne, qui est un gaz antiviral, antibactérien, qui ouvre les voies aériennes supérieures et qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire. Donc c'est juste le turbo de ta voiture, et c'est le biohack le plus puissant. Donc je reviens à nos moutons, dans les principes du vivant pour être en santé, en vitalité. Une fois que tu sais gérer ton intériorité et ton stress, il y a dormir, rythme de vie, la nutrition des 5 sens, mouvement, respiration et le mindset. Le mindset, l'état d'esprit, ce que je te disais, en fait, ce que je t'ai partagé il y a quelques minutes, c'est la qualité de nos vies, je dis toujours, dépend de la qualité de nos questions. C'est pas tant les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses. Par contre, est-ce que la question, elle te tire vers le haut? Si tu demandes à chaque fois, mais pourquoi je suis une merde à ça, pourquoi j'y arrive jamais, pourquoi je suis nul, pourquoi je suis trop gros, la question, elle est juste foireuse. Et du coup, ton inconscient, ton esprit va raccrocher, mais les 100 000 et une raisons pourquoi t'es trop gros, pourquoi t'es toujours en retard ou pourquoi t'y arriveras pas. Donc le fait d'apprendre, il y a des principes là-dedans sur comment on fait pour hacker son intériorité. Moi, j'appelle ça du brain jack pour hacker vraiment son intériorité, à savoir reformuler les choses. Il n'y a pas que des affirmations, il y a des informations, tu vois. Quel est le cadeau? Comment ça a pu me servir jusque-là? Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la deuxième grande partie, le deuxième grand point commun que j'ai vu, et forcément que j'ai mis dans ma méthode Life Force. Donc, l'alchimiser son stress et son intériorité, ces principes qui gèrent ces 5 piliers pour être en santé. C'est pas des techniques, c'est pas des recettes. Encore une fois, c'est des principes qui gouvernent ça. Et comme disait Emerson, il y a la vie, elle repose sur peu de principes. Tu les connais ou tu les connais pas. Et la dernière partie, c'est celle avec laquelle on a commencé l'interview tous les deux, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux être en santé, en vitalité, en amour. C'est ta raison d'être. Ça, c'est rigolo parce que ça revient dans beaucoup des zones bleues. À Okinawa, par exemple, qui est une des zones bleues, on appelle ça l'ikigai. À Nicoya, qui est une autre zone bleue au Costa Rica, on appelle ça le plano de vida, le plan de vie. Donc, c'est qui tu veux être. Ça, c'est important. Et moi, ce que j'aime faire, en fait, à travers mes stages ou toutes mes formations en ligne, je vais extrapoler ça sur c'est quoi tes rêves de vie?
qui tu voulais être. C'est le petit David. Quand tu avais 4 ans, David, d'ailleurs, tu voulais être qui? Qu'est-ce que tu voulais être et qui tu voulais faire quoi quand tu avais 4 ans? C'est une bonne question. Écoute, pour être honnête, je m'en souviens absolument pas, mais ça a toujours été une grande angoisse pour moi de savoir ce que je voulais faire plus tard, parce qu'on n'arrêtait pas de me poser la question, et moi, j'étais simplement quelqu'un d'extrêmement curieux qui m'intéressait à un tas de choses, Ouais, et donc j'ai transformé cette incertitude en matière, et donc j'ai très vite fait beaucoup de choses. Tu vois, à 12 ans, j'avais fait ouais. mon premier site, mon premier site internet, un petit blog où je racontais mes expériences en Bretagne, et je proposais aux gens de recevoir un petit sachet de coquillage en échange de 3 timbres. J'en utilisais un pour envoyer le petit sachet de coquillage de souvenirs de Bretagne, et je revendais les 2 autres à mon père. Après, j'ai ramené des palmiers d'Italie que j'ai comment dire, adapté en Bretagne. Enfin, adapté, je les ai juste mis dans de la terre, et puis j'ai regardé s'ils survivaient ou pas, puis je les ai vendus sur le marché. Après, j'ai fait des élevages d'animaux, donc de lézards, de serpents, de caméléons, etc. Et Et j'ai revendu les toi, bébés. Tu vois, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, tu vois, avant même de la conscientiser et de savoir que c'était ça que je voulais faire. En fait, tu vois, ça génial, s'est imposé à moi et génial. ça s'est fait Mais naturellement. Mais ce que je voulais toi, ce qui est surtout faire, chouette, en tout c'est cas, c'était passer du temps dehors avec mes amis, tu vois, vivre ma vie sans me poser trop de questions, justement, sans rajouter trop de conscience et trop d'intellectuel là-dedans, mais plutôt profiter de vrais moments de vie, de partage par rapport à ce qui m'enthousiasmait sur le moment, tu vois. Et donc, je suivais mon enthousiasme. ouais. Bah, tu vois, ça c'est assez génial parce qu'en fait, moi, je me rends compte, encore une fois, c'est ma passion et mon métier, c'est d'accompagner des personnes à travers des stages. Donc, je suis confronté toutes les semaines à des nouvelles personnes. Et en fait, cette question-là, très peu de gens se sont posé cette question. Quelle est ma raison d'être? Ça met, dans les arts martiaux, on dit Kozuchi. Ça met Kozuchi, c'est une de mes grandes passions aussi, les arts martiaux. Ça me met en déséquilibre les personnes. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta raison d'être? Quels sont tes rêves? Et mon quotidien, en général, les gens ne se sont jamais posé cette question. Jamais posé ces questions, ou il y a très très longtemps. Et donc c'est loin d'être identitaire. Et tu sais bien que euh, le changement, il vient quand il est identitaire. Si je te demande comment tu t'appelles, euh, David Nicolas, ça sort comme ça. Comment je m'appelle, David Tan, ça sort comme ça. Bah, c'est quoi ta raison d'être? Boum, quand c'est identitaire, ça donne un cap à la vie. Un marin prend la mer quand il a un cap. Et je trouve que c'est rigolo et en même temps c'est hyper efficient, c'est hyper vertueux d'amener ça dans la conversation. En tout cas, moi, je le fais systématiquement dans mes stages et c'est vraiment un game changer de formuler. L'important, c'est pas d'avoir, tiens, c'est quoi mes rêves, je sais plus, mais de commencer à se reformuler la question. Qu'est-ce qui me faisait surkiffer quand j'étais petit? Tu vois, là, tu l'as pris par autre chose. Tu vois, avec quoi j'avais de la facilité? La fibre entrepreneuriale, tu l'as toujours eu. Ça, c'est une façon de retrouver sa raison d'être avec l'ikigai. Tu vois, de quoi le monde a besoin? C'est quoi ton talent? T'es doué pour faire quoi? Tu pourrais être payé pour faire quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et où se croisent ces 4 cercles? Il peut y en avoir d'autres, bien sûr, on peut en trouver d'autres. Là, il y a un plan de vie, il y a une raison d'être, il y a quelque chose. Ouais. Mais tu vois, je Voilà, en pense tout que cas, c'était pour dans la recherche pour du te bonheur, résumer. on peut superposer plusieurs types de sens. Il y a le sens hédoniste qui est simplement de répondre à ses bas instincts et à des stimulations dopaminergiques et d'acheter des choses ou de manger un gâteau en chocolat, etc. C'est des sens avec des grandes amplitudes, mais avec peu de durabilité. Puis après, il y a d'autres types de sens. Tu as le sens personnel, le fait de prendre soin de soi, etc. Le sens social, altruiste. Et puis le dernier, c'est le sens transcendantal. Quel est le sens de ma vie? Quel est mon impact dans le monde? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? À quoi est-ce que je sers? Et ça, tu vois, c'est le plus puissant, c'est celui qui a les plus longues amplitudes parce qu'en soi, elles peuvent te suivre toute ta vie. Et probablement, c'est l'une des voies les plus sûres pour être, entre guillemets, durablement heureux, même si c'est toujours une sinuosidale et qu'il y a des fluctuations parce que tout est cyclique dans la vie. Et ce sens transcendantal, il répond un petit peu, à mon avis, à cette question-là. Tu vois, quelles sont mes valeurs, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde d'une certaine manière. Et je pense que c'est un sens qui se construit avec l'expérience de vie et qui, tu vois, quand tu as 18 ans, on te demande quel métier tu veux faire, etc. Au final,
t'es encore un petit bébé, t'es embryonnaire. Enfin, en tout cas, moi, j'étais embryonnaire. Et donc, tu me parles de valeurs. Je savais pas quelles étaient mes valeurs. Et d'ailleurs, une bonne illustration de ça, c'est que un de mes premiers business, on va dire, vertueux en termes financiers, c'était dans le porno. Et d'une façon, en plus, très... Enfin, on faisait de la CB30, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas une façon hyper vertueuse. Donc, j'avais une morale qui était flexible. Alors qu'au fond de moi, je savais que j'étais quelqu'un de bienveillant et de généreux et que c'était des valeurs importantes pour moi, mais elles étaient pas encore suffisamment construites. Et tu vois, je pense que j'ai souvent remarqué que lorsque tu es jeune, tu multiplies les relations, tu multiplies les expériences. Quand je dis relations, c'est pas que des relations avec sexuelles, je parle aussi de relations amicales, tu vois. T'as un cercle d'amis qui est très large et t'as un petit peu ce tourbillon et cette exubérance. Et après, lorsque t'avances, plus, maintenant j'ai 30 ans, je peux pas vraiment juger de la suite parce que je l'ai pas encore vécu. Mais en tout cas, aujourd'hui, à 30 ans, je m'aperçois que je sais beaucoup plus qui je suis et donc j'ai moins de relations, mais elles sont plus profondes. Je sais vers quoi est-ce que j'ai envie de diriger mon action et mon énergie, etc. Tu vois. Et je m'aperçois qu'il a fallu que je papillonne dans plein de directions différentes pour construire ma personnalité, parce que la personnalité que tu as à 18 ans, en final, c'est d'une certaine façon une personnalité héritée. Lorsque tu parlais des bébés tout à l'heure qui t'inspirent, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement inspirants, ne serait-ce que par rapport au mouvement, quand je regarde ma fille bouger, ou par rapport à leur gestion des émotions, où ils sont simplement dans le fait de les vivre pleinement sans essayer de les conformer à un masque social, ou en termes Exactement. d'exploration, de sortie de la zone de confort. Tu parlais d'Hormèse, eh ben, elle est tout le temps en train d'essayer d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses, quitte à tomber et à se tromper. Et donc, bref, ces enfants-là, ils apprennent par l'exemple, en regardant autour d'eux tous les modèles qu'ils ont, leurs parents, la nounou, etc. Toutes les petites interactions qu'ils vont avoir autour d'eux. Et donc, quelque part, leur personnalité, c'est pas encore, c'est la leur, et en même temps, c'est pas la leur, elle est plutôt copiée. Si je me mets à quatre pattes et que je marche à quatre pattes, elle va essayer de faire la même chose, et ainsi de suite, tu vois. Et petit à petit, tout cet ensemble de masques et d'inspiration va se construire avec de nouvelles types d'inspiration, avec l'école, les amis, etc. Et donc, arrivé à 18 ans, tu es un petit peu un mélange de tous ces masques qui se sont superposés, mixés ensemble et fusionnés. Et quelque part, ta vraie nature, elle est un mélange de tout ça, et en même temps, elle est aussi propre à toi et au fond de toi. Et je pense que ce travail entre 18 et 30 ans, quelque part, c'est un chemin qui te permet de plus affirmer ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser de côté. Et donc, quand je dis laisser de côté et garder, c'est quelles sont les inspirations qui ont vraiment été importantes pour moi et qui correspondent à mon système de valeurs, et quelles sont celles en réalité auxquelles je me suis identifié. Par exemple, acheter une Porsche 911 ou faire la une de Forbes, et qui ne répondaient pas à mes propres rêves. Et donc ça, je pense que c'est un chemin peut-être que tu fais toute ta vie, ou en tout cas une bonne partie de ta vie. Mais clairement, j'aurais plus facile à te répondre aujourd'hui qu'à 4, 10 ou 18 ans. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, en prenant cette image mentale de la pyramide, quand et encore une fois, il y a aucun jugement de valeur, mais en bas de la pyramide, quand t'as pas conscience, les niveaux de conscience sont pas les mêmes, et quand t'as pas identifié qu'il y avait des problèmes, que ça pourrait poser un problème potentiel, justement, de pas avoir, de pas connaître ses valeurs, de pas connaître sa raison d'être, euh, bah, voilà, tant que et en haut de la pyramide, tu as des gens qui ont identifié qui avaient potentiellement des problèmes, qui avaient des problèmes dans leur vie, ils ont commencé à chercher des solutions et ils s'intéressent à ta solution. Et encore une fois, ce que tu dis, ce que tu appelles le niveau transcendantal, la crise existentielle, moi, encore une fois, je te parle de mon expérience. J'ai développé ça. Life Force, en fait, j'ai arrêté de travailler comme professionnel de santé. Euh, euh, Parce que en fait, le call que j'ai eu, c'est que les 15 dernières années, la vie m'a présenté des milliers de personnes en burn-out. J'imagine que tu sais ce que c'est qu'un burn-out. Tu as certainement peut-être en traversé un, ou en tout cas, tu as rencontré des gens qui ont traversé ça. Moi, j'ai rencontré des gens en Asie. J'ai travaillé 10 ans en Asie qui sortaient du IIT. Donc, c'est le MIT des Indiens. Donc, quand tu as un Américain smart, t'as 50, comme ils sont beaucoup plus, t'as l'Indien qui sort du Indian Institute of Technology, c'est une rockstar. J'ai vu des gens qui étaient mais cramés à ne plus être capables d'être caissiers à Carrefour. Quand il y a un pétage, un vrai burn-out, une surcharge neurocognitive qui fait que tout pète, les gens, l'option, c'est soit neuroleptique jusqu'à la fin de ta vie, soit je me mets une balle. Je te dis ça, c'est du vécu.
Euh, et l'idée en fait de ce que je propose de Life Force, c'est vraiment un burn-out, c'est t'as la sensation d'être en train de te noyer dans ta vie. Ça peut être un burn-out familial, hein, ça peut être une maman qui a 3 enfants, qui est au RSA et qui est une mère seule. Elle voit plus le jour dans sa vie, elle se noie dans sa vie. Euh, Ça peut être ces personnes-là dont on parlait, un trader superstar qui en peut plus, qui pète, s'écroule sous la pression. Il se noie dans sa vie. Et le, le je te dis ça parce que du coup, j'ai les 15 dernières années, j'ai eu énormément des milliers de personnes qui étaient en burn-in ou en burn-out. Et en fait, cette crise existentielle, de mon point de vue, en tout cas, c'est la direction que j'ai choisie parce qu'elle a fait sens pour moi. Il y a un moment où il y a un autre, elle va venir te rencontrer. Le pourquoi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu vois, être dans les plaisirs hédonistes euh, euh, tout le temps. Il y a un moment, de mon point de vue, j'ai jamais rencontré un être humain qui est. Alors, tu peux faire le choix de je veux pas me poser la question et du coup je la masque avec beaucoup de plaisir, un max hédoniste tous les jours. Mais il y a un moment ou un autre, de mon point de vue, de mon expérience, dans mon ressenti, la question elle va venir te rencontrer parce qu'il y a un moment tu vas être face au fait que t'es pas éternel, tu vas perdre des êtres chers, ça nous arrive tous et et je pense que on parle. Moi, ce qui me passionne, c'est l'antifragilité, comment se renforcer. Si tu t'es pas posé cette question essentielle, il y a un moment ça va piquer. Il y a un moment ça va piquer. Et les gens les mieux armés dans ce combat de lumière, qui vivent le mieux et qui peuvent emmener le plus d'amour autour d'eux et véhiculer le plus d'amour, c'est des gens de mon point de vue, qui se sont posés cette question-là et qui sont ok avec cette question-là, qui sont en tout cas en recherche par rapport à cette question-là, qui peut évoluer, mais la quête de sens, pour moi, elle est juste essentielle. Fondamental. Et pour revenir à l'épigénétique, moi aussi, c'est un milieu, un domaine qui me passionne. J'aime bien schématiser ça comme si on essaie avec un grand dictionnaire et que on va seulement utiliser et activer certains mots au cours de notre vie en fonction de nos besoins. Et d'un point de vue biologique, c'est hyper intelligent parce qu'en fait, tu vois, la vie, elle doit s'adapter à son environnement et que l'environnement, il est en constante mutation. On voit bien d'ailleurs que la vie dans laquelle on vit, toi et moi, aujourd'hui, elle est complètement différente de celle de ma grand-mère qui a 90 ans. D'ailleurs, petite parenthèse sur ma grand-mère qui a 90 ans, qui est en pleine forme, qui a été, là, on a été au château de la Loire, elle a fait 45 km à vélo, dont les 20 km au retour sous la pluie, elle était trempée de la tête aux pieds. Et elle est pas morte. Ça, c'est déjà chouette. Et elle est arrivée crevée, mais voilà, tu vois, elle a 90 ans. Elle part tout le temps, elle part en vacances encore toute seule. Elle était en Allemagne voir des Génial. expos, je sais pas quoi. Elle fait du ski. Enfin, Génial. bref, elle est en pleine J'adore. santé. Et en réalité, elle fait pas d'hormèse. Elle s'intéresse, elle fait pas d'exercice de respiration. Elle fait pas tous ces trucs-là. Bah là, Simplement, elle, en même temps, David, simplement, elle, en même temps, elle a non, fait de l'hormèse là, en vélo. En vélo, c'est aussi, c'est une oui, forme oui, d'hormèse. oui, c'est pas faux, d'autant plus qu'il pleuvait, donc elle a eu l'exposition au froid aussi, tu vois. Non, non, mais je vais te montrer où je vais en venir, mais en réalité, elle mange même pas bio, tu vois. Elle fait pas spécialement attention à ce qu'elle mange, mais en réalité, elle mange des produits bruts parce que elle a toujours mangé des produits bruts et ça lui viendrait pas à l'esprit d'acheter des plats tout faits ou ou bien des biscuits ou des trucs comme ça parce que ça fait tout simplement pas partie de sa génération. Pour elle, c'est pas un truc qu'elle connaît, donc elle va juste manger les fruits de son jardin, de son verger, etc. Et puis des produits bruts, donc pas forcément bio. Le soir, elle va regarder la télé. Elle va pas se dire, bah non, je vais pas trop m'exposer aux écrans avant de dormir et tout. C'est peut-être pas terrible à cause de la lumière bleue. Mais la journée à côté de ça, elle passe toute sa journée dehors à s'occuper des 2 hectares de terrain de sa propriété. À 8 heures du mat, elle est dehors en train de travailler. Elle a ses tracteurs, ses pinces, etc. Elle transporte du bois. Elle est en mouvement toute la journée, exposée à la nature. Elle voit la lumière du soleil le matin et en fin de journée quand il se couche parce elle y est le matin mais elle y est aussi le soir, tu vois. Et en fait, elle a pas de stress parce que elle est épanouie dans sa vie. Elle s'est pas arrêtée de travailler, tu vois, à la retraite. Elle a justement son jardin, cette vie dans la nature qui l'anime profondément. Elle a sa famille qui vient la voir et lui rendre visite régulièrement. Et donc elle répond simplement Elle aux habite lois où, ta grand-mère? élémentaires du vivant. Et en réalité, si on est obligé
d'utiliser autant de hacks et dont je suis friand moi-même personnellement, c'est parce que nos vies modernes, d'une certaine façon, sont tellement déconnectées de notre biologie première que eh ben on a besoin de stratégies pour s'adapter. Et donc, je recoupe sur l'épigénétique, parce que l'épigénétique, c'est ça, justement, c'est la capacité de s'adapter à nos environnements en constant mouvement, en constante mutation. Et alors, justement, quel est le secret de l'épigénétique de ces fameuses zones bleues où les gens semblent avoir percé le secret de jouvence pour devenir multicentenaires? Mais alors ça, si tu veux, alors effectivement, je sais, on en discutait en off là que dans ton projet, les vidéos que tu fais avec les journalistes avec qui tu bosses, ça c'est vraiment un truc, tu vois, c'est souvent marketé comme ça parce que forcément il y a beaucoup de journalistes qui viennent, ça a été mis en évidence par Dan Buettner, qui est un journaliste de National Geographic, euh, mais en fait ça c'est de la poudre aux yeux. Les centenaires, ils ont la vie de ta grand-mère. Ta grand-mère, elle habite où d'ailleurs? Elle habite au fin fond de la campagne belge, En fin fond de la en campagne Belgique. belge. Bah, tu vois, en fait, elle a une vie en lien avec la nature. Elle a une vie qui est très hormétique finalement, sans le savoir. Ouais, Euh, elle respecte tes 5 piliers. Hein. Exactement, exactement. Et en fait, moi, tous les centenaires que j'ai pu rencontrer, et j'ai eu la chance de faire, je dis toujours, une soixantaine de câlins à des centenaires de par le monde. Donc, ça veut dire passer suffisamment de temps avec eux pour lier cette intimité. Euh, En fait, ils savent pas comment ça s'écrit Hormèse, et ça les intéresse pas. Mais la vie qu'ils ont eue était une vie qui respectait ce dont on a parlé, qui était complètement en lien avec la nature. Les rythmes de vie, comme tu l'as dit, c'est la base. Ils sont debout au lever du soleil et la vie s'arrête. Il y a quelque chose, il y a une transition au coucher du soleil. Ils sont pas encore en train de se taper des binous à 23 heures en plein centre-ville. Non, c'est pas le. Il y a une vie ils ont respecté les lois du vivant, les principes du vivant. Donc le grand secret, c'est ça, c'est d'être en lien. Je pense que si on le résume, c'est d'être en lien avec la nature. Avec la nature, elle est cyclique. On a un corps. Forcément la quasi-majorité, si ce n'est tous en fait, avaient un métier manuel, comme ta grand-mère. Donc le mouvement naturel, ils utilisent leur corps pour porter, pour tirer, pour soulever. Euh, ils sont dans quelque chose. Ta grand-mère, elle fait pas de sport autre que le vélo. Elle utilise son corps pour se déplacer. Le sport, ça lui viendrait pas à l'idée de faire du crossfit, de rajouter du crossfit dans sa journée. Comme tu l'as dit, le crossfit, c'est quelque chose qui est adaptatif. Nous, on a besoin de biohack, on a besoin de pratiques spécifiques parce qu'on est dans des vies, surtout ceux qui sont dans des grandes villes, euh, où ils sont complètement coupés en fait d'un mode de vie naturel. Ce qui n'était pas le cas de ta grand-mère et ce qui n'était pas le cas de nos amis centenaires. Clairement. Non, clairement, tu as totalement raison. Et, et, Et pour, et pour finir, David, juste, excuse-moi, mais non, je t'en tu prie. sais, moi, j'ai vraiment sympathisé avec Michel Poulain, qui est devenu un pote et qui est un des, qui a donné le nom aux zones bleues. Notamment, on a passé 2 semaines ensemble au Costa Rica. Et en fait, Michel, il te dit, donc c'est le démographe historien, le chercheur qui était dans la team de Dan Buettner, qui avec Gianni Pes, qui est un cardiologue sarde, qui ont donné le nom aux zones bleues. Euh, En fait, Michel, il te dit que c'est un phénomène transitoire. Et je suis complètement d'accord avec lui parce que maintenant, quand tu arrives à l'entrée de Nicoya, ou même à Vilcabamba, enfin, à l'entrée des zones bleues, t'as KFC, t'as McDonald's, et tu donnes un cheeseburger à un ancien, il kiffe. Il aime bien le cheeseburger. Tu vois, donc et maintenant tu vois tous les jeunes, tous leurs enfants, ils peuvent avoir, ils sont pas en si bonne santé que ça. Tu vois, ils peuvent être en surpoids. Ils font plus 15 kilomètres dans la montagne à Vilcabamba avec la mule. Ils ont des 4x4 maintenant. Ils ont toute le fast-food qui est là. Donc c'est vraiment, on assiste c'est la fin des zones bleues.
Pour moi, c'est vraiment le mode de vie qu'il y a eu. Ce qui est important, c'est pas comment ils vivent leur vie maintenant, c'est comment ils ont vécu toute leur vie, comment ils faisaient il y a 80 ans, il y a 90 ans. Et maintenant, en fait, euh, ben voilà, la vie moderne est arrivée avec tous les vices entre guillemets, et c'est pour ça on doit être, euh, je, je pense que d'être vigilant, Zanshin, c'est super important, tu vois, vigilant à nos choix de vie parce que c'est facile de tomber dans le dark side. Ouais, ça me fait rire parce que initialement, David, j'avais prévu d'appeler cet épisode Les secrets de l'épigénétique des zones bleues, mais en fait, ça sera plutôt la fin programmée des zones bleues ou la fin proche des zones bleues. Non, plus sérieusement, mais c'est un vrai problème. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à concilier notre biologie, notre physiologie, ce pourquoi on est fait, avec notre monde moderne, pardon, putain, j'arrive plus à parler, notre monde moderne qui est relativement désadapté. Et je prendrais comme exemple cette exposition à la lumière du soleil, qui pour moi a été un gros game changer quand j'ai commencé le matin. Alors que je fais toujours une promenade le matin, mais souvent je me lève plus tôt et donc avant la lumière du soleil. Et donc j'avais commencé, et ça a été plus facile à l'été parce qu'on était mieux synchronisés, à m'exposer tous les matins à la lumière du soleil. Et j'ai remarqué de vrais avantages en termes d'énergie, de vitalité, de plaisir. Lorsque je rentrais de la promenade de mon chien, j'avais un demi-sourire sur le visage, etc., d'humeur, tu vois. Je me dis, putain, et j'ai mon panneau de lumière LED, de lumière rouge, là, de ses proches infrarouge et rouge, Ouais. dans mon garage, et j'utilise ça de temps en temps. Mais en fait, c'est juste des technologies qui sont là pour essayer de retrouver des choses qui à la base étaient juste parfaitement designées par la nature, quoi. Et là maintenant on est en hiver, en automne, et donc le soleil se lève à, je sais pas, peut-être 8h, 8h, 8h30, il se couche à 18h. C'est difficile avec un rythme de vie normal d'entrepreneur, etc., d'aller t'exposer à la lumière du soleil et du lever et du coucher du soleil, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est juste un tout petit exemple, mais pour montrer que... Et donc, tu vois, c'est pareil, avant, j'essayais d'éviter que euh, la lumière des écrans soit la première lumière que je vois le matin. Je préférais que ce soit la lumière du soleil. Mais ça, c'est plus facile. Donc, pour la parenthèse, je me lève vers 5h45. Donc, c'est plus facile à faire quand le soleil, il se lève vers 6h30, tu vois, que quand il se lève à 8h30. Il y a eu une phase de transition où je me suis dit, bon, bah, le matin, c'est pas grave, je vais mettre ce temps à profit, je vais lire mes bouquins de physio, justement, parce que je me forme en physio et puis je suis passionné par ça, donc voilà. Et donc voilà, donc ça me donnait une petite heure le matin pour travailler ça. Mais maintenant, il se lève trop tard, même en faisant ça, plus un peu de mouvement, plus machin, après, il faut quand même que j'aille bosser, tu vois. Donc, quelle stratégie est-ce que toi tu mets en place pour essayer de respecter, de pas être métaboliquement insultant, de respecter les cadeaux que la nature nous font pour être en bonne santé et en vitalité, et en même temps être entrepreneur ou même par rapport à tes clients, vivre leur vie classique? Alors, le premier hack que je peux te donner, en fait, c'est de caler, comme on travaille tous dans ces vies modernes et hyper sollicitantes, on travaille tous avec ça. Et ça, t'as un Google Calendar dedans où t'as la même version chez, euh, chez iPhone, où tu fais comme ma maman faisait, tu prends un petit agenda et un crayon de papier et tu notes, t'as ton agenda de la semaine. De faire des blocs, d'avoir des blocs. Moi, j'ai une couleur pour moi tous les jours. Et c'est des choses, je prends des rendez-vous avec moi-même tous les jours. C'est super important. Donc toi, par exemple, 5h45, c'est ton choix de te lever si tôt. Bah, tu as un rendez-vous de 5h45 à 6h45 physio. Tu fais un des trucs qui te fait kiffer, d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours aussi. J'ai un temps d'études, mais c'est des temps, tu vois, moi, j'ai un temps de surf. J'ai une passion pour le kitesurf, le surf, le wingfoil. Enfin, en fonction des conditions, j'ai un temps où je vais jouer dans l'eau tous les jours. J'ai un temps où je suis passionné de permaculture aussi, tu vois. J'ai décidé de vivre à la campagne aussi, tu vois, où je vais jouer dans le jardin. J'ai un temps où je fais de la guitare et j'ai un temps aussi où je bosse énormément sur Life Force, sur ce que sur les stages que je donne. Je donne beaucoup de stages en corporate avec des individuels. J'ai formé des gens à ma méthode, tu vois. C'est comme toi aussi, ça demande beaucoup. Mais en même temps, euh, c'est 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 temps de faire des choses qui te
En fait, si tu veux, si je te donne ce hack-là, au niveau de c'est à quoi bon, si tu profites pas de ta vie, à quoi elle sert en fait? Tu vois, le côté hédoniste dont on disait tout à l'heure, c'est une fois que tu as la direction, le sens de qui tu veux être quand tu seras grand, bah, fais des choses sur le chemin aussi qui te mettent en joie. Et ça, c'est la base pour être en santé, en vitalité, en amour. Et toi qui kiffes la physiologie, quand tu fais des choses que tu surkiffes, tu sécrètes une hormone qui s'appelle l'orexine. Et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si tu fais que des contraintes dans la journée, que tu es en train de gérer dans la loi de Kruger que des choses importantes et urgentes, mais qui te font pas triper, genre ta compta, les impôts, tu vois, tu ne fais que de la gestion de merde toute la journée, mais au bout de 10 ans, tu te mets une balle. Tu te mets une balle, mon grand. Enfin, moi, je l'ai vu des dizaines de milliers de fois. Là, je m'occupais de gens comme ça. Ah, c'est dans les pays anglo-saxons, on les appelle en front desk, c'est les happiness managers. C'est tous les gens qui gèrent le vomi des autres, le customer services, les gens qui sont pas contents. Au bout de 5 ans, ils se mettent une balle, ils en peuvent plus quoi. Donc comment on se débrouille dans la journée pour avoir du yin et du yang? Pour bien sûr, il y a de la gestion, ce qu'on disait, hein, alchimie. Moi, j'aime bien dire d'ailleurs, alchimiser, ça fait partie d'alchimiser son stress et son intériorité. Donc, gérer les priorités, faire grandir les choses qui sont importantes pour soi, mais en même temps, avoir du reward, avoir des choses qui nous font kiffer dans la journée et de les marquer. La base de la base pour les débutants, et c'est de le marquer sur ton agenda. Si tu le marques pas sur ton agenda, tu vas te retrouver avec l'énergie la plus pourrie le soir. Tu auras donné toute ton énergie de vie à ta boîte, à tes collègues, à tes enfants, à tout le monde. Et le soir, tu te retrouves à 7 heures du soir, crevé et ça va être régime popcorn Netflix. Parce que t'as plus la foi pour aller faire du cheval si ton kiff c'est le cheval, pour aller jouer de la guitare si ton kiff c'est jouer de la guitare, t'es juste mort quoi, t'es juste crevé. Donc l'idée c'est de les caler et comme toi, le deuxième hack, c'est de commencer la journée par un truc qui te fait triper. Et moi j'ai tendance à enseigner, à montrer une routine matinale. C'est-à-dire que tu commences le matin par d'abord tu fais t'as un enchaînement, une routine, c'est un enchaînement de petits trucs qui te font triper quoi et qui vont réveiller tes sens en même temps. Parce que si tu le fais pas là, surtout quand tu débutes, tu le feras jamais en fait. Ouais, bah c'est comme ça que tout un temps, moi, j'ai fait mon sport à 6 heures du mat, parce que comme ça, je démarrais mes journées avec une victoire, avec moi-même, et puis quelque chose qui était important pour moi. Alors que sinon, avant, quand je le faisais en fin de journée, je me stressais, entre guillemets, toute la journée en me disant, putain, là, il est déjà 18 heures et tout, j'ai pas fini, je vais pas pouvoir faire mon sport et tout, et ça m'énervait, ça me stressait. Et là, comme ça, je démarrais, paf, j'étais déjà content, et maintenant, j'ai pu, ma fille m'a appris à avoir beaucoup plus de lâcher prise justement, et à plus kiffer le chemin en chemin, et à apprendre. J'ai eu cet enseignement inestimable qu'elle m'a offert, et donc je me sens aujourd'hui beaucoup plus libre justement de m'accorder. Comment elle te l'a offert cet Et enseignement? ben en Comment tu l'as m'obligeant compris? en m'obligeant à gommer les lignes de mon emploi du temps hyper serré, et en m'apercevant que malgré tout, bah, j'arrivais à faire tout ce qu'il fallait et que tout se passait très bien. Et puis parfois, je faisais pas un truc le jour où je l'avais prévu, je faisais que le lendemain, et que ça avait pas tant de conséquences que ça. Donc, je pouvais me permettre de me mettre moins de pression. Et donc, cet enseignement-là, bien sûr, il me sert pour elle, mais il me sert même de façon générale, où je m'offre. Et petit à Bien petit, tu sûr. vois, c'est un chemin aussi. Moi, je dis toujours de toute façon que euh, l'évolution, c'est un chemin. Moi, j'avance sur mon propre chemin, j'expérimente, j'explore un tas de choses, un tas d'outils, et je teste et je modifie. Tu parlais de routine, j'adore les routines, et j'en ai plein, et j'en ai testé plein. Et j'ai écrit un petit e-book d'ailleurs, parce qu'on me demande souvent les routines et les hacks que j'utilise au quotidien. J'ai écrit un petit e-book gratuit que je file aux gens qui s'inscrivent à la newsletter. Et du coup, je l'ai écrit, et je sais pas, 3 semaines après, il y avait déjà des trucs qui étaient différents, tu vois. Parce que on est aussi en mouvement, tu vois. On parle de mouvement physique, Bien mais sûr. tout est mouvant, tu vois. Et donc bref, et tout ça pour dire que ma fille, et donc cet enseignement-là a complètement dépassé le cadre de ma fille, et maintenant me permet d'être plus apaisé. Et donc oui, et donc je continue à avancer là-dessus. En janvier, je me souviens, c'était une grosse question, tu vois, de réussir à trouver un équilibre entre
mon métier d'entrepreneur, ma passion pour l'exploration du potentiel humain, caractérisé par Limitless, les expériences que j'ai envie de vivre pour moi et puis dans ce contexte-là parce que tout se nourrit un petit peu, ma vie de famille, mon hygiène personnelle, le sport et toutes les choses que je fais pour me sentir bien et en forme et en santé et en vitalité, tu vois, et donc trouver le juste équilibre entre tout ça. Moi qui me suis tout le temps construit en mode un entrepreneur, il doit travailler 80 heures par semaine, sinon c'est pas un bon entrepreneur, tu vois. Et c'est des croyances qui sont bêtes, mais qui t'ont porté. D'ailleurs, ça va me faire une transition parfaite sur la suite où j'avais envie de revenir sur le discours intérieur. Et moi, je crois la biologie des croyances est un modulateur puissant de l'épigénétique. Il y a notamment Joe Dispenza qui en a pas mal parlé dans son livre Le placebo c'est vous. Mais bref, aujourd'hui, il y a plein d'exemples, que ce soit physiologique. Donc déjà l'effet placebo en lui-même, la capacité d'imagination et ce que ça peut induire sur le corps. J'ai même entendu parler de grossesse des hommes qui vivent les mêmes symptômes que la grossesse par transfert avec leur femme. Pour te dire à quel point le fait de croire quelque chose peut modifier ta physiologie. Et donc il a eu un gros ventre, etc. Il a eu des symptômes, machin, des montées de lait. Il a même eu des montées de lait. Bref, tout ça pour dire que ce qu'on croit devient notre réalité. Et tu partageais tout à l'heure le fait de changer le vocabulaire utilisé dans notre dialogue interne. Est-ce que tu pourrais creuser un petit peu ce que tu voulais dire par là, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais la narration interne, c'est encore une fois, c'est aussi un des nerfs de la guerre de lumière. C'est pour ça que dans la deuxième partie, souviens-toi, dans les 5 piliers, il y a le mindset. Quand j'entends le mindset, l'état d'esprit, c'est ça en fait, c'est le discours intérieur, la narration interne. C'est essentiel. En neurosciences, on a montré, ça c'est les travaux du docteur Daniel Amen. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce nom? C'est un très très beau nom, ça. Amen. Il a montré qu'on avait 60 000 pensées par jour et 48 000 pensées sont négatives. C'est-à-dire que 80% de tes pensées sont négatives et 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc grosso modo, on ressasse toute nos négativités en permanence. Ça veut dire que tu as 33 pensées foireuses par minute. C'est juste énorme. Donc comment tu gères tout ça? Comment on alchimise tout ça? Déjà, est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Moi, pendant des années, ça va tellement vite dans le ciboulot, on appelle ça un défilement mental, qu'en fait, t'es pas là, t'es en mode pilotage automatique. On, on, on- Ce qui se passe dans notre intériorité, ça va tellement vite. On pense, là, je suis en train de te parler, mais on est en train peut-être de penser, il va falloir faire ça tout à l'heure, il va falloir chercher ma fille à l'école, il va falloir revenir prendre la viande chez le boucher. Et comme socialement on est en place, on arrive à tenir un discours, garder le focus. Mais en même temps, ce défilement mental, il est là. Et ça a été un grand enseignement pour moi. J'ai passé quelques années à travailler avec des handicapés mentaux. Ça a été un très très grand enseignement pour moi aussi parce que c'est des gens en fait qui sont capables de passer ils expriment comme un enfant de moins de 3 ans par leur corps ce qui les traverse. Ils peuvent passer d'une colère noire à une caresse, un sourire dans l'instant. Ils sont complètement alignés avec ce qui se passe à l'intérieur. Euh, Pourquoi je te dis ça dans la gestion de l'intériorité? Parce que pendant longtemps, euh, on est capable dans nos sociétés, je pense, de garder un masque social, d'être socialement acceptable. Alors toi tu travailles, moi je travaille aussi, donc ça veut dire tu vois, on a mis un pull tous les deux, on a notre truc socialement acceptable. Pour aller bosser, il faut mettre un pull, tu vois, un pull, un t-shirt, une chemise. Mais en fait, quand tu vires tout ça, à la fin on a juste de la peau, on a juste un torse en dessous. Quand tu vires en fait le fait qu'on est capable de garder une conversation tous les deux, c'est le bordel à l'intérieur de nous. C'est le bordel. Ça va trop vite tout le temps, ce défilement mental. Moi, je m'en suis rendu compte dans mon expérimentation, ça a été à travers Vipassana. J'ai eu la chance de faire 12 retraites Vipassana. Une retraite, c'est 10 jours. 10 jours où tu la fermes pendant 10 jours et tu es assis 12 heures par jour, où tu apprends à méditer. Donc, tu es calé sur ta respiration et tes sensations corporelles. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je pratique ça. J'ai découvert ça en Inde il y a une quinzaine d'années.
pour avoir expérimenté beaucoup de choses dans la méditation, c'est l'outil qui me semble pour moi qui me correspond le mieux. Euh, et au bout de 10 jours, bah, tu te rends compte en fait que ton mental, comme t'as rien à faire pendant 10 jours, t'as pas de téléphone, t'as pas de livre, t'as pas de stylo, t'es juste avec ta respiration et tes sensations corporelles. Ça freine le mental suffisamment. Alors, pour la petite histoire, c'est la chose la plus belle et en même temps la chose la plus difficile que j'ai faite. C'est la chose la plus difficile, c'est la chose la plus simple et la chose la plus dure que j'ai faite aussi. C'est euh, et ça, c'est un enseignement profond parce que au bout de 10 jours, en fait, ton mental se ralentit suffisamment pour voir, en fait, que sur le temps, regarde, on peut faire une expérimentation tous les deux là, et tous les copains qui nous regardent. On va juste mettre son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. Donc, on va inspirer en sentant l'air le toucher de l'air à l'entrée des narines sur une inspire et une expire. On le fait ensemble, c'est parti. Ok. Tu te dis, assez simple, j'ai gardé mon focus mental, mon attention sur l'entrée des narines, comme il m'a dit David, à l'inspire, à l'expire. En fait, quand tu fais ça pendant 10 jours, tu te rends compte, ça ralentit suffisamment. On peut se dire, c'est chiant, hein. Et l'apprentissage, en fait, il est là. Là, ton esprit, il s'est barré 15 fois. Mais comme ça va tellement vite et que t'es pas habitué à witness, à observer ça, on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte. Donc ça a été, moi ça a été comme je te l'ai dit, j'aime bien cette notion de game changer. Ce premier Vipassana il y a 15 ans, ça, je me suis dit putain, c'est juste waouh, waouh. Je suis resté la bouche ouverte en me disant ok, il y a tout ça qui se joue en moi, qui se passe en permanence. Mais pour entendre ce qui se passe à l'intérieur, il faut faire silence. Il faut faire. T'as besoin d'avoir. En tout cas, moi, j'ai eu besoin, et je me rends compte que dans une vie où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit dans nos vies. Le fait d'avoir du silence autour, ça permet de te rendre compte du bruit que tu as à l'intérieur. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de l'importance, David, de la narration interne, du discours intérieur. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur de moi et qu'il y avait beaucoup de bruit dans les personnes que j'accompagnais. Et de leur faire prendre conscience de ce bruit et de leur donner des stratégies pour l'apaiser, ça changeait la donne. Ça changeait la donne. Donc déjà, prendre conscience qu'il y a du bruit, et ensuite comment on oriente le bruit, comment on canalise ce bruit, comment on ne s'identifie pas avec ce bruit. Un des plus grands enseignements, je vais te le dire de façon crue, tu n'es pas tes putains de pensées et tu n'es pas tes putains d'émotions. C'est qui es-tu? Ça, c'est un beau débat. Si tu veux, on refera un podcast sur ça. Mais en tout cas, de se dissocier, de se désidentifier de ces 60 000 pensées par jour ou des émotions qui vont avec, parce que tes pensées engendrent tes émotions. Euh, ça change la donne, ça change la couleur de notre vie, quoi. Et tu continues au quotidien à pratiquer la méditation du coup? C'est dans ma routine matinale, ouais. C'est dans ma routine Est-ce que tu matinale. peux me détailler un petit peu, enfin me détailler ou en tout cas me citer un petit peu les routines, les hacks et les outils que tu utilises un petit peu au quotidien, toi, pour être plus en vitalité, en santé et en amour? Bah, le premier, c'est ça. C'est moi, j'ai deux choses. Tu sais que j'ai une grande passion pour tout ce qui est breathwork. J'ai sorti dernièrement d'ailleurs une grande formation sur ça qui résume plus de 30 années de pratique dans cette vie sur le monde de la respiration, sur les quatre coins de la planète que j'ai pu explorer, et qui est aussi le cœur de mon métier de professionnel de santé. La respiration en ostéopathie, en kinésithérapie, c'est la base. Donc la première chose le matin, c'est vraiment de me remettre en lien avec ça, avec ma respiration. La méditation, pour moi, c'est la douche de l'esprit. Euh, Encore une fois, euh, moi, je te parle de Vipassana parce que c'est quelque chose qui me parle. Ce que je dis toujours aux gens qui débutent, l'important, en fait, c'est de trouver, une fois que tu as compris le principe de nettoyer ton esprit, bah, trouve la technique qui te va bien. Donc, la méditation, c'est comme le sport, David. Tu as mille et une façons de faire du sport. Le tennis, le karaté, la danse bretonne, le point commun, bah, c'est de bouger son appareil locomoteur.
eh ben, il y a mille et une techniques de méditation. Le point commun, c'est de ramener son attention à l'objet de la méditation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien quelque chose qui est asectaire à religieux, comme la respiration, parce qu'elle est là avec toi en permanence, peu importe les cultures, peu importe les dogmes, tout le monde a une respiration. Donc, c'est le premier truc, comme je te disais, c'est la base, c'est pour apprendre à gérer et à alchimiser son intériorité et son stress, à reprendre les rênes du cheval qui peut être ton intériorité et parfois qui va se mettre, qui va partir au galop, qui va te désarçonner. Bah c'est ça. Donc moi j'ai toujours une pratique respiratoire dès que je me réveille. Et comme j'aime bien changer en fonction de comment je me sens et que la respi c'est mon grand kiff. Des techniques il y en a 15 000. Euh, tu vois, mais quelque chose très simple si tu veux par exemple une respiration carrée, une cohérence cardiaque. Euh, euh, il y a plein de respirations hermétiques que j'aime bien. Voilà, le matin reprendre contact avec ça et puis de suite après euh, en général, c'est des respirations. Si je te donne un exemple, par exemple, quelque chose que je fais très souvent, c'est une cohérence cardiaque, parce que ça va infuser ça remet en place une respiration abdominale et une respiration qui appuie sur la pédale de frein de ta physiologie, qui est le système parasympathique, et qui va infuser. Si tu l'as fait dès que tu te réveilles le matin, en fait, c'est pour ça que je fais ça en fait avant de sortir du lit, parce que si tu te mets en place ta respiration, elle va infuser dans les 25 autres 1000 respirations que tu as dans la journée, donc tu seras beaucoup moins en stress et tu seras beaucoup plus en capacité de le gérer parce que la baseline sera mise en place, quoi. Et ensuite, je médite, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est clairement c'est le premier ou le deuxième truc que je fais euh, qui permet ouais, encore une fois, ce que je te disais, de mettre en place. Tu sais, j'aime bien dire la méditation. Je donne toujours cette image, la douche de l'esprit, mais c'est comme manger un sandwich. C'est compliqué de manger un sandwich si t'as pas de bout de pain. Et donc, tu as besoin d'un support pour faire le sandwich, c'est la tranche de pain. Ensuite, tu mets ton sandwich. Donc, la tranche de pain, c'est la méditation du matin. Ensuite, tu vis ta journée. C'est ce qu'il y a, le contenant du sandwich, la salade, le jambon, les tomates. Et si tu veux que ça soit facile à prendre ta journée, qu'elle soit facilement assimilable, ton sandwich, bah, tu remets une autre tranche de pain. Et donc le soir, de finir la journée aussi pour assimiler ce qui s'est passé, pour évacuer les tensions. C'est bien. Je donne une autre image mentale, je donne celle du pont. Si ta journée, c'est un pont, avec tout ce que tu as à faire dans ta vie d'entrepreneur, bah, tu commences le matin par mettre un pilier, tu vas construire le pont et en fin de journée, tu mets un autre pilier et le pont, il va traverser ta journée. Et t'éviteras beaucoup d'embûches de gens qui savent pas nettoyer leur esprit en fait. Et voilà, je trouve ça c'est une belle image mentale. Ouais, et puis on en revient un petit peu à ce que tu partageais tout à l'heure par rapport au fait de prendre des rendez-vous avec soi-même. Outre le fait de les caler dans son emploi du temps, c'est aussi un peu cette idée de faire des petits bilans, tu vois, de sa vie à différentes étapes. Et donc ça peut être justement en fin de journée, parce que le fait de faire un bilan, c'est pas seulement le fait de juger ou de mesurer l'action que tu as eue pendant la journée, c'est aussi le moment où tu peux en profiter pour laisser aller tous les stress que tu as pu avoir, tu vois, faire le deuil un petit peu des choses que tu n'as pas faites comme tu aurais voulu, etc. Tu vois, c'est aussi une façon de te libérer l'esprit, un peu comme une to-do list te permet d'éviter d'avoir toujours tout qui tourne dans ta tête. Bah, à la fin de ta journée, si tu fais un petit bilan et que tu notes justement ce que, à la limite, si ça te donne des idées et que tu dis ouais, j'ai pas fait ça, plutôt que ça continue à occuper tes pensées pour toute la soirée et que tu sois pas réellement en présence avec ta femme et donc en l'occurrence moi avec ma femme et ma fille, et ben c'est le moment aussi de les noter et tu dis ok, c'est bon, c'est noté, ça sera fait demain, il y a pas de problème. Et donc ça reste pas un stress et maintenant je peux me libérer de ma journée de travail et commencer une autre partie de ma vie qui est ma vie de famille, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ces rendez-vous et ces bilans, j'avais partagé ce petit hack dans une newsletter là, il y a pas longtemps. Je fais aussi avec ma femme, où une fois par mois, on se fait un rendez-vous bilan, tu vois, de notre couple. Et c'est pas seulement pour faire
l'état des lieux de ce qui va, des tensions, etc. C'est aussi pour inscrire notre action. Tu vois, on parlait tout à l'heure de sens transcendantal. Ben, on existe nous chacun dans nos vies avec nos propres volontés, nos propres objectifs, notre propre sens transcendantal, mais on existe aussi en tant que couple et en tant que famille, quand on essaie de créer quelque chose, tu vois, en tant que famille, qui plus est maintenant avec un enfant. Et c'est intéressant aussi d'inscrire tout ça dans un projet commun. Clairement, la Et raison de la d'être. même façon que dans une boîte, t'imaginerais pas, bah moi je suis CEO de ma boîte, j'imaginerais pas prendre toutes les décisions tout seul pardon. Donc régulièrement, je fais des points avec mes associés, mes investisseurs, mes collaborateurs, et c'est hyper important. Et pourtant, dans le couple, on le fait jamais. On a l'impression que comme on se voit tous les jours, et ben naturellement, les choses se font. Alors que non, c'est pas parce qu'on se voit tous les jours qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des moments spécifiques de discussion de la vie du couple, tu vois. Clairement, au contraire, bien au contraire, comme tu dis. Enfin, moi, là, tu prêches un convaincu. C'est super important. Là, on a nos raisons d'être personnelles, mais il y a aussi la raison d'être de la famille, du couple, et c'est hyper important d'être aligné. Et si tu prends pas ces rendez-vous, ils sont juste cruciaux, et c'est juste génialissime que tu fasses ça parce que c'est tellement important. Parce que c'est justement ces routines du quotidien où on prend les choses pour acquises, où on parle jamais du fond. Il y a que de la forme et on s'y perd. Et tu sais, je dis toujours, aimer, c'est un verbe d'action. Donc c'est super important d'aligner avant de poser les actions, les intentions. Est-ce qu'on a des intentions communes et d'avoir des temps dédiés à ça, c'est essentiel, essentiel. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à me donner en tant que jeune père et pour tous les parents qui nous écoutent, pour permettre à ma fille ou à nos enfants d'être en santé, en vitalité, en amour, en tout cas de prendre, de poser les jalons d'une vie belle et heureuse. Ouais, tu sais, je pense que la plus belle chose que j'ai envie de te partager, c'est cette responsabilité d'accompagner une jeune âme qui a choisi de venir avec toi comme papa et ton épouse comme maman. Euh, c'est c'est euh, c'est en fait d'être un pont entre le moment où elle naît et le moment où elle va prendre ses ailes et être capable de voler de ses propres ailes. Et ce pont-là, en fait, si tu mets pas de limite à ce pont-là, si tu mets pas de barrière dans l'accompagnement que tu vas lui proposer pendant toutes ces années, euh, je te partage, hein, c'est simplement une de mes croyances. Hein, c'est vraiment ce qui fait le plus de sens pour moi maintenant dans l'accompagnement de jeunes âmes à grandir. Bah, c'est de mettre des barrières, des limites. Parce que si tu mets pas de limite, en fait, un enfant va courir partout. Et t'imagines si ça c'est un pont. Donc là, je fais le pont. Ça c'est la naissance. Donc là, pour ceux qui voient ça en podcast, bah, je prends juste une surface plane, une feuille ou un téléphone là en l'occurrence. D'un côté, c'est la naissance. Là, c'est l'autonomie où elle est capable de voler de ses propres ailes. Un enfant, il va courir par définition, il va explorer partout, il va courir partout. S'il arrive ici, là, à 5 ans, et qu'il n'y a pas de barrière, il va tomber. Et s'il tombe, il peut se faire très très mal. Il peut même mourir si, dans certaines configurations. Bien sûr, si tu mets une barrière ici, il va taper dedans, il va pas être content. Il va vouloir grimper dessus, voir ce qu'il y a derrière. Et si tu lâches pas la barrière en disant, toi, tu sais qu'il y a un précipice derrière. Tu sais que dans ta conception de la vie, et comme tu es le parent dans ton expérience de vie, ça, c'est dangereux ici. Donc, si tu tiens bon ici, de façon assertive, pas dans la peur, pas dans la colère, ça, c'est aussi un grand concept, hein, on pourra faire, c'est une grande partie de mon travail, ça, l'assertivité. Euh, dans la prévention des burn-out, et ben, l'enfant, hein, au bout d'un moment, il va taper, ça lâche pas. Un nom est en place, aligné. Et ben, il va continuer à avancer pour grandir, mais de façon safe. Le cadre est sécurisant. Et cette notion de cadre, en fait, dans toutes les cultures que j'ai pu traverser et où j'ai pu travailler, euh, elle peut changer, mais je vois que la notion de bonheur dans l'enfance
euh, elle est extrêmement liée au cadre et à une notion qu'on appelle, le terme de bienveillance, il est très galvaudé, mais c'est une notion qu'on appelle de sécurité psychologique. C'est Google qui a sorti ça d'ailleurs dans Search Inside Yourself, cette notion de sécurité psychologique. Elle vient avec un cadre qu'on peut retrouver, ce que je te dis, on peut le transposer de cette notion de parentalité, on peut le transposer dans une boîte, dans une retraite, dans un stage, dans un gouvernement, c'est d'avoir un cadre haut qui donne une sécurité psychologique, un cadre bienveillant. Et pour moi, c'est peut-être c'est peut-être l'alternative en fait à l'éducation, parce qu'il y a aussi la question elle est intéressante dans comment tu la poses, parce que comment bien éduquer. Moi, j'ai envie de te dire, y a-t-il une alternative à l'éducation? On ne peut pas ne pas éduquer. Un enfant ne peut pas ne pas s'éduquer. Par définition, un petit homme, un petit animal va apprendre. En vivant, il apprend. On ne peut pas. Tu vois, je te parle même pas d'éducation alternative. Est-ce qu'il y a une alternative à l'éducation? Nous, on est juste là en fait pour l'adulte, celui qui a plus d'expérience, bah, de sécuriser le cadre pour qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse avancer en sécurité psychologique sans se blesser. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'enfant, il va apprendre de toute façon. De toute façon. Donc, plutôt que de dire si je te le dis de façon simple et autrement, pour que ça soit clair pour tous les copains qui regardent, plutôt que d'être derrière l'enfant qui veut commencer à grimper l'escalier ou et de dire attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vois, où on lui engramme une putain de narration interne à la con, où il va se faire mal, il est pas capable, tu vas tomber, tu vois, où c'est prédictif, bah peut-être tu peux être derrière lui et lui dire tu vois le driver en disant regarde, si tu mets une main là, regarde ce qui se passe. Tu peux mettre un coussin derrière, tu vois, pour qu'il fasse son expérience, mais tu as un cadre pour pas qu'il se fasse mal et qu'il apprenne, tu vois, voilà. Moi, ma conception de l'accompagnement, et c'est comme ça que je fais avec les adultes et avec les enfants, parce que j'ai beaucoup d'enfants qui viennent en stage, c'est comme ça que je fais et ça marche et ça me met en joie. C'est surtout ça le truc. C'est le principal. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui te met en joie, si tu avais une bucket list de choses que tu aimerais réaliser avant de mourir ou dans les semaines, années à venir, est-ce que tu pourrais nous partager 3 de tes Ouais. rêves? 3 de mes rêves, c'est faire un petit tour du monde en famille. Ça me ferait vraiment kiffer de façon minimaliste. Ça serait de passer un temps euh, en Amazonie avec un pagne et rien d'autre. Je sais pas si tu as lu ce livre Message des hommes vrais au monde mutant, une journaliste qui part avec des aborigènes en Australie. J'ai vécu un moment en Australie aussi, sans rien, et qui fait juste confiance. Et moi, j'ai passé un petit peu de temps, bah, notamment en Australie, mais aussi en Amazonie, et de voir d'avoir touché. Là, pour le coup, c'est juste toucher du doigt certains peuples premiers qui sont capables de. Moi, tu me lâches en Amazonie, même. Pourtant, je veux dire, on a une passion commune, le bushcraft, où j'ai aussi fait quelques stages de survie. En Amazonie, on nous lâche. Moi, je sais pas toi, moi, en un quart d'heure, je suis mort. Même avec les notions de bushcraft que j'ai, en un quart d'heure, je suis mort. Parce que c'est un environnement tellement différent, euh, hostile, parce que j'ai pas la culture de ça pour le moment. Tu me lâches dans la Drôme, oui, on va survivre dans la Drôme. En Amazonie, c'est pas la même faune, c'est pas la même flore, les codes sont pas du tout les mêmes. De voir des gens qui sont capables de lire ça comme une bibliothèque et qui sont confort avec ça, qui vont pour eux c'est la biocop. Ils savent. Ça me waouh, j'ai une admiration, c'est un truc de ouf quoi. Et j'aimerais vraiment toucher ça dans ma vie et d'être capable c'est pour ça que je me passionne maintenant pour la perma, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai développé une certaine expertise pour prendre soin de nos sols intérieurs, nos sols, nous, d'êtres humains,
mais c'est exactement les mêmes règles, les mêmes codes du vivant, les mêmes lois pour prendre soin des sols, du sol de la terre en fait. Et de voir des gens voilà qui sont capables qui ont une telle connexion avec la nature, je pense que là j'ai envie d'aller là, ouais, c'est un truc. Et le dernier grand kiff, c'est quand je serai grand, je serai musicien chanteur. Ouais, Mais je pense par rapport à la permaculture, à la survie, à la connexion à la nature, etc. Il me semble que quand tu t'intéresses justement au plein potentiel, à la vie, à la vitalité, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, tu y arrives forcément parce que tout est lié et forcément tu t'intéresses. Si tu t'intéresses à ton propre clairement. environnement intérieur, tu t'intéresses aussi à l'environnement dans lequel tu vis et il est intrinsèquement lié à la nature et à ce monde. Donc c'est vrai que je t'ai pas emmené sur ces Clairement. questions de la permaculture, mais j'en ai notamment parlé avec Paul Landon, avec qui on a fait un super épisode et qui s'intéresse beaucoup au sujet pour Ouais. l'instant. Et moi aussi, j'aimerais bien avancer vers une forme de semi-autonomie. Et c'est pas pour m'extraire du monde, c'est plus pour mettre les mains dans la terre. Tu vois, on parlait tout à l'heure de métiers plutôt artisanaux, de métiers manuels. Et ben moi qui suis entrepreneur dans le digital depuis 20 ans. Non, j'exagère, j'ai peut-être pas 20 ans quand même, mais bon, allez, depuis 10 ans. Et ben, je me sens complètement déconnecté, tu vois, de ma nature animale, de ma nature humaine. Et c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, le soir, le week-end, tu me vois jamais devant un écran, j'utilise pas les réseaux sociaux, etc. Parce que j'ai déjà passé toute ma journée à traiter des mails, à répondre sur Skype et à faire des Google Meet. Et donc après, j'ai pas envie d'être devant des écrans, tu vois. J'ai envie de parler Clairement. avec ma femme, j'ai envie de jouer avec ma fille, j'ai envie d'être dans mon jardin avec mes poules, de m'occuper de mon potager. J'ai envie d'aller faire des randonnées dans la nature, j'ai envie d'aller nager dans des rivières d'eau gelée. Voilà, mais tout peut potentiellement m'intéresser tant que c'est connecté à la réalité, tu vois. Donc en tout cas, tes rêves me font pas mal vibrer. Après, sur celui de la chanson, c'est une autre aventure. Mais écoute, si tu finis par le réaliser, n'hésite pas à m'envoyer un petit extrait que je me ferai un Avec plaisir plaisir. et une joie de partager à nos auditeurs en citant cet Ça épisode en sera, ouais, référence. Et comme je te le disais au début de ce podcast, je t'offre l'opportunité de donner un petit défi pour les 15 jours à venir à nos auditeurs, partant du principe que c'est très très facile de mettre en action une nouvelle habitude sur une période de temps courte et que si elle nous plaît par la suite, on peut la garder et à l'inverse, bah, si elle nous plaît pas, il suffit de la supprimer. Et en fait, parfois, les gens, ils écoutent des podcasts et tout et ils disent, oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, de changer, etc. La montagne à gravir est trop grande, jamais je n'y arriverai. ouais. Et justement, en final, si tu Step poses by des step, petites petit actions pas comme par petit ça, pas. petit à petit, des petits pas, un pas devant l'autre, et ben, tu construis ton propre chemin, tu prends des outils, t'en supprimes d'autres, et petit à petit, bah, tu deviens euh, une meilleure version de toi-même. Et quand je dis meilleure version de toi-même, c'est-à-dire la version de toi-même que tu es censé être en réalité. Ouais. Alors, le défi pour les copains qui regardent, bah, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est un des biohacks les plus puissants. Je vous invite pendant 15 jours dès que tu te lèves le matin, enfin, dès que tu te réveilles le matin, autant pour moi, dès que tu te réveilles. Donc, quand tu te réveilles, en fait, en neurosciences, il se passe, ton cerveau est en train de s'accélérer. Tu passes d'ondes alpha à des ondes bêta. Le cerveau s'accélère, la fréquence cérébrale s'accélère. C'est le meilleur moment de la journée pour implémenter une nouvelle habitude de vie. L'habitude qui va transformer ta vie, c'est de savoir respirer. Je vais t'inviter le matin, donc avant même de faire un bisou à ton conjoint, avant d'aller faire pipi, tu restes dans le lit au moment où tu émerges comme ça, tu bailles, les yeux sont en train de s'ouvrir. Je vais t'inviter à prendre un dictionnaire, à le mettre sur ton ventre et on va inspirer sur 5 temps, gonfler le ventre, tu vas juste repousser le livre, le dico vers le plafond et tu vas souffler sur les 5 secondes suivantes, 5 temps, pour sentir le poids du dictionnaire qui vient affaisser le ventre. Vous allez faire ça 3 minutes. Le challenge pour vous, les amis, c'est 3 minutes. Ça veut dire 18 respirations en conscience. J'inspire sur 5 temps et je souffle sur 5 temps. Fais avec moi, mets tes mains sur le nombril, là, mets tes deux mains sur le nombril. Tu vas pousser sur ton nombril, tu vas inspirer et repousser les mains sans le ventre qui gonfle. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5, expire.
4, 3, 2, 1. Et quand tu expires, tu sens les mains qui poussent. Le matin, vous levez, les yeux s'ouvrent, vous prenez un dictionnaire. C'est important d'avoir quelque chose qui a du poids. Ça peut être un coussin à Décathlon. Ils vendent des coussins poids qui font 3, 4, 5 kilos. Vous mettez ça sur le ventre et vous faites 18 respirations comme ça. T'inspires sur 5 temps et tu souffles sur 5 temps. Ça, c'est une cohérence cardiaque. Et la science, elle a montré que si tu respires avec ce pattern, euh, au bout de 3 minutes, entre 3 et 5 minutes, tu vas appuyer sur la pédale de frein de ta physiologie, le système parasympathique. Et tu vas, en même temps, comme tu as mis une résistance sur le ventre, un poids, tu vas conditionner ton corps à avoir une respiration profonde et abdominale. Dans le monde de la respiration, on appelle ça LSD, low, slow and deep, comme la drogue, sauf que là, c'est de la bonne cam, low, slow and deep. Donc ça, c'est une respiration qui est physiologique, naturelle. Et vous allez voir, ça va avoir un impact sur les 25 autres 1000 respirations dans la journée. Donc faites ça pendant 2 semaines. C'est le meilleur moment de la journée pour implémenter une habitude vertueuse. Et si vous tenez 2 semaines, eh bien, déjà, vous nous envoyez un email à David sur Limitless et à moi, à David sur LifeForce. Et moi, je vais vous renvoyer un email ou un message sur les réseaux sociaux en vous disant, maintenant que tu l'as fait 2 semaines, tu vas le continuer encore 4 semaines de plus. Parce que 4 semaines, pardon, 2 mois. Parce que une habitude vertueuse, pour l'engrammer, en neurosciences, les dernières recherches, c'est pas 21 jours, c'est 2 mois, 60 jours. Donc il faut faire 45 jours de plus, et au bout de 2 mois, ça sera plus difficile pour toi de pas le faire que de le faire. Il est trop cool ce hack parce qu'il respecte, il défonce la loi de Pareto. Là, c'est pas 20% d'actions, 80% de résultats, c'est 0,001% de tes respirations qui impactent les 25 000 suivantes, quoi. Et 3 minutes dans ta journée, en plus dans le lit, tu Exactement. vois, t'as même pas besoin de te lever, pas besoin de matériel, c'est gratuit, c'est hyper La facile à claque. faire, il y a pas besoin Exactement. d'avoir fait Mathsup. C'est magnifique. Merci, merci beaucoup David pour ce partage. Est-ce que tu Avec aurais un plaisir. livre à un prochain invité à me recommander? Un livre et un prochain invité à te recommander. Bah c'est marrant là, le livre que j'ai, tu sais, c'est un de mes mentors aussi. C'est Thich Nhat Hanh, Stepping into Freedom. Mais malheureusement, il est décédé l'an dernier. Mais je pense que peut-être, comme t'es limitless, tu peux le contacter autrement, faire un podcast autrement. Mais c'est ce qui me vient. Moi, c'est un des pères de la pleine conscience, de la mindfulness, qui a aussi transformé ma vie il y a plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller partager aux moines du village des Pruniers, près de Bordeaux, qui est son monastère l'an dernier, qui a été un chouette moment. Euh, voilà ce qui me vient. S'il y a, il y a d'autres choses qui me viennent, je te dirais. Si j'aime beaucoup. Si, tiens, je sais pas si tu fais tes podcasts en anglais aussi, mais il y a une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Catherine Woodward Thomas, et qui a créé quelque chose, un concept que j'aime beaucoup, qui s'appelle Conscious Uncoupling. Parce qu'il y a tellement, moi, c'est une thématique que j'aborde énormément en stage aussi, puisque c'est vraiment, c'est comment stresser moins et vivre mieux, c'est la thématique. Et en fait, les gens viennent souvent, tu vois, on a parlé de qu'est-ce qu'il faut manger, tu vois, la nutrition. La nutrition, je te l'ai dit, elle est globale, c'est chacun des sens. Les gens viennent avec l'intention, la diététique. Est-ce qu'il faut que je prenne, c'est quoi la quantité de B12 qu'il faut prendre dans la journée pour être en bonne forme, tu vois? Euh, et, et, et ce qui est rigolo, c'est que très rapidement, ils se rendent compte, en fait, c'est ce que je dis, avant de savoir ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui te bouffe de l'intérieur. Ça, c'est un des trucs, dans cette vie d'expérience que j'ai, dans mon expérience, qui bouffe les gens. C'est ce qu'on appelle les unfinished businesses, toutes les histoires qui sont pas résolues et pas finies dans notre vie, qui sont accumulées. Et d'où l'intérêt de méditer, cette douche de l'esprit. On en parlera peut-être sur un autre podcast, parce que c'est très conséquent et c'est tellement important. Pour moi, il y a la douche du cœur. Le pardon, c'est la douche du cœur. J'ai dédié énormément de pratiques aussi, parce que c'est un des grands principes. Et cet auteur, j'aime beaucoup, Catherine Woodward Thomas, si tu arrives à la faire venir, parce que c'est conscious uncoupling. Comment on peut aussi, je ne sais pas comment on dit en français, se découpler en conscience. Quand il y a une rupture, comment, au lieu de faire un clear cut et d'être dans le ressentiment,
comment on peut déjouer ça à mettre de la conscience et à voir quels ont été les cadeaux derrière et avoir une rupture qui est dans un cadre qui est très vertueux. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup la façon dont elle amène les choses. C'est très simple, c'est pas simpliste et c'est extrêmement aidant. Bah Il y a oui, tu tellement de comprends. divorces autour de nous, ouais, que les gens, si les gens comprenaient ça, de comment on finit une relation, conditionne comment tu vas commencer celle d'après, et du coup d'être capable de, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui a pu te blesser, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pas fait que tu attendais, tu vois, et on peut le faire s'il y a de l'animosité de façon symbolique, euh, c'est extrêmement guérissant et guérisseur. Tu comprends maintenant, David, pourquoi est-ce qu'il nous aurait fallu 1 heure de plus, mais c'est pas grave, ça nous donne plein de champs d'exploration pour un second épisode. Il Exactement, me reste avec joie, avec absolu, joie. il me reste qu'une minute sur le créneau que tu m'avais imparti. Donc sur cette dernière minute, alors juste évidemment, on peut te retrouver sur Lifeforge. Je mettrai tous les liens dans l'article lié. Tu fais des stages, il y a des Yes, formations en ligne. Tu peux même accompagner des coachs qui voudraient se former à tes méthodes pour les diffuser autour d'eux. Donc tout ça est exactement. merveilleux. Je mettrai aussi ta chaîne YouTube sur laquelle je sais que tu partages notamment tes routines matinales parfois ou tes routines du soir. Et il y a Yes. plein de contenus hyper intéressants. Je te propose juste de terminer par un petit check-out qui fait écho au petit check-in que tu as fait au début de podcast. Ouais. Est-ce que tu as réussi à survivre aux signaux de fatigue que t'envoyait ton corps et est-ce que tu repars avec plus d'énergie que tu n'en avais au départ? Ouais, écoute, tu sais, c'est bien ce que tu dis parce que pour moi le curseur c'est la joie et là effectivement c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est chouette de lier une amitié, de partager des passions communes, tu vois, de connecter avec des gens avec qui on a avec les mêmes valeurs. Donc clairement, c'est de l'hormèse. Tu sais, on pourra refaire un podcast sur ça parce que forcément j'ai développé une grande expertise sur l'hormèse et c'est mon grand kiff. Mais l'hormèse qu'on connaît, tu sais, c'est vraiment c'est à la mode maintenant de prendre un bain glacé, l'hypoxie intermittente, le jeûne. Okay. Mais ça c'est le 101, c'est de l'hormèse, c'est l'hormèse pour les débutants. Ce qui est important, c'est l'hormèse subtile. Comment se mettre en énergie de façon subtile. Moi, là, je te souris, tu me souris, on prend soin l'un de l'autre. Ça me coûte zéro en énergie, je te mets en énergie et en retour, tu me mets en énergie. Le fait de te faire un compliment, c'est quelque chose, c'est de te sourire, c'est gratuit pour moi, ça te met en énergie et en retour, ça me met en énergie. Ça, là, c'est un niveau au-dessus. C'est de l'hormèse beaucoup plus subtil. Et finalement, le but, c'est ça, c'est retrouver du confort dans l'inconfort, de la liberté dans la contrainte, et comment on devient antifragile au niveau émotionnel. Et si tu veux, on pourra dédier un autre épisode sur un de mes concepts qui est le système immunitaire émotionnel. Comment on renforce son système immunitaire émotionnel. Et le curseur, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend ça s'apprend à cultiver ça. Et ça s'apprend à se mettre en énergie, à être en énergie. Donc mon check-out, c'est que j'ai kiffé ce moment avec toi. Je suis content d'avoir partagé ma passion, d'avoir partagé aussi la tienne, et puis d'avoir connecté avec une nouvelle âme. Bah écoute, je te remercie. Moi aussi, j'ai passé un super moment. J'ai été ravi de faire ta connaissance. J'aime beaucoup le fait tout le champ lexical que tu utilises autour de l'amour, de la joie, de la vitalité, tu vois. Et je trouve que ça résonne d'une façon particulière dans ta bouche parce que ça fait très très authentique et on sent que ça vibre dans ton cœur, ça vibre dans tes cellules. Donc ce concept de système immunitaire émotionnel, le fait de relier de la physiologie est quelque chose de vachement scientifique et parfois perçu comme froid et réductionniste. Tu vois, tu parlais des nutritionnistes qui disent il faut tant de B12, etc., qui est quelque chose de très normé. Et à côté, la partie émotionnelle qui est à l'inverse, est hyper expansive, hyper vertueuse, où on se donne de l'amour l'un et l'autre, on vibre ensemble et on s'élève l'un et l'autre. Et au final, c'est pas enfin, il y a pas de division, il y a juste une multiplication et ça nous coûte aucune énergie et ça permet à l'un et l'autre
d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés et de bonheur plus élevés. Je trouve ça hyper inspirant. Donc, rendez-vous est pris pour un épisode 2 sur ce sujet. Et je te laisse maintenant retrouver et voguer à tes autres activités. Je t'embrasse, David, et j'étais vraiment Merci ravi de David, faire je ta t'embrasse connaissance. aussi. À très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de Bye. vous.